I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Bon. Je rentre de la ville et j'avais envie de vous parler du Vietnam. Donc, ce vlog sera sur le Vietnam. Donc voilà, j'ai vécu 3 ans au Vietnam et je crois que c'est ce qui m'a fait tomber en amour avec l'Asie du Sud-Est. C'est peut-être pour ça que depuis quelque temps, vous m'entendez parler de Bali, de l'intention que j'ai de construire à Bali, des projets qui sont sur Bali, et je vais vous expliquer d'où ça vient tout ça. La qualité de la vie en Asie du Sud-Est, comment j'ai pu m'intégrer, pourquoi je suis partie en Asie et pourquoi j'ai envie d'y retourner tout le temps. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, à me laisser des coms et surtout à me suivre parce qu'il y aura plein d'autres vidéos sur l'Asie du Sud-Est, sur l'installation à Bali, sur l'investissement à Bali. Et c'est ça que vous devez suivre parce que si vous êtes Pourquoi l'Asie pendant 3 ans? Pourquoi? Parce que je suis tombée en amour de l'Asie du Sud-Est et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je suis aujourd'hui sur un projet où je vais devoir quitter la France, mais c'est moi qui ai décidé de le faire, personne d'autre, qui est construire à Bali et investir à Bali. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Vous pourrez suivre ainsi l'aventure Bali comme je vais vous expliquer l'aventure Vietnam ici aujourd'hui. Le pourquoi, le comment, l'intérêt de l'Asie du Sud-Est et ce qui me fait autant vibrer en Asie. Donc vous allez comprendre pourquoi je suis tombée en amour de ce pays. La folie de Saigon, Ho Chi Minh Ville, les plages magnifiques du Nha Trang, les rizières à étages et la montagne dans le nord, la baie d'Along et la gentillesse des Vietnamiens, comme toujours en Asie, leur cuisine extraordinaire et tout ce qui va avec, tout ce qui m'a permis de passer les 3 plus belles années de ma vie. Il est évident qu'aujourd'hui, avec Bali, qui est encore mieux à mon goût d'aujourd'hui, j'ai envie de recommencer l'aventure, donc installez-vous confortablement parce que je vais vous raconter tout ça. L'hésitation n'a pas été bien longue parce que j'étais très attirée par ce pays et donc je me retrouve à Saigon avec un enfant, 2 chats et une seule valise et un entretien avec le boss qui m'avait préalablement dit qu'il allait me prendre. Évidemment, je suis pas allée au Vietnam comme ça, avec un enfant surtout. Donc nous voilà arrivés au Vietnam dans un hôtel en attendant de trouver quelque chose pour nous loger et de prendre contact avec l'association française qui m'a bien aidée. Au Vietnam aussi, comme au Canada, mais surtout au Vietnam, et qui m'a permis de me loger assez rapidement, bien que le gosse a commencé l'école. On était toujours à l'hôtel avec les chats et c'était assez fun. Je parlais très mal l'anglais à l'époque et je crois que c'est mon fils, si je me souviens bien, qui m'a traduit l'entretien que j'ai eu avec mon boss de l'époque pour que je puisse comprendre aisément et je m'exprimais assez mal. Bon, il est évident que, et je vous le conseille tous, quand on est en immersion totale avec l'anglais ou quelle que soit la langue, là c'était l'anglais, c'est comme ça qu'on progresse. Au bout de quelques mois, c'était réglé, je parlais parfaitement l'anglais où j'arrivais bien à comprendre et puis de mieux en mieux, évidemment. Et donc voilà comment je suis arrivée au Vietnam sur un coup de tête, une offre d'emploi. Quand j'avais fait Montréal, Tokyo, Bangkok, on avait passé 3 jours pour recaler le décalage, sachant qu'en arrivant à Saigon, au Vietnam, mon fils attaquerait l'école le lendemain. Je voulais qu'il recale le décalage horaire avant d'attaquer l'école alors qu'on était toujours à l'hôtel. Mais quelle aventure commençait là. Premièrement, les raisons pourquoi le Vietnam. Pourquoi le Vietnam? Pourquoi ce choix? Premièrement, parce que je me suis trouvée dans une situation financière difficile au Canada où j'étais avant et que j'ai dû, avec un gosse qui avait à l'époque 13 ans, quitter le Canada pour trouver du boulot. Et je ne voulais pas rentrer en France et depuis toujours, je rêvais d'aller au Vietnam et à ce moment-là, j'ai une opportunité de partir au Vietnam pour pouvoir travailler, pour pouvoir gagner ma vie, pour pouvoir faire une expérience asiatique. Deuxième étape, l'adaptation. Donc quand vous arrivez là-bas, la chose qui nous a le plus frappé, c'est la circulation. On n'était pas du tout habitué à une circulation spéciale aussi intense avec des motos qui passaient non-stop, qui ne s'arrêtaient jamais. C'est-à-dire là-bas en Asie, enfin surtout au Vietnam, vous traversez et c'est les motos qui vous évitent. Donc ça a été l'anecdote la plus marquante et j'en parlais énormément dans mon blog Zèbre Trotteur où j'ai raconté pendant ces années-là ma vie en bande dessinée.
Vous pourrez aller voir, je mettrai le lien dans la bio. Cette circulation qui était époustouflante. Voilà, ça a été une chose. La première fois, 10 minutes pour traverser la première rue. Après, on avait l'habitude. Deuxième impression, ça a été la gentillesse des gens, ce qu'on n'était pas habitué à vivre ni en Europe, ni même au Canada, même que malgré le fait que la vie soit géniale au Canada, on n'avait pas autant de gentillesse et de sourires et de choses comme ça, comme toujours en Asie. Et l'adaptation s'est faite peu à peu avec la nourriture qui était extraordinaire. Je vous fais passer des plats là pour vous montrer un petit peu ce qu'on a bouffé pendant 3 ans. L'école française du gosse était très sympa. C'était une toute petite école, l'école Colette, où il a fait 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et l'adaptation s'est faite peu à peu et je dois dire assez bien parce que j'avais recalé un groupe de Français assez sympa, ce qui m'a beaucoup aidé au début. Et dans la clinique médicale dans laquelle je travaillais, puisque je pouvais exercer ma profession de dentiste au Vietnam, grâce à mon boss qui prenait des gens de tous les pays, donc j'étais avec des médecins américains, des médecins australiens, beaucoup de médecins des Philippines, des médecins israéliens, puisque mon boss était israélien. Ça a été une adaptation assez facile, je dois dire, à part l'anglais où il a fallu que je progresse. Mais l'adaptation s'est faite tranquillement, avec un rythme à la vietnamienne, c'est-à-dire des horaires cool, de 9h à 17h, 2 heures de pause entre midi et 2, quelque chose que je connaissais pas. Et c'était assez fabuleux de commencer comme ça dans cette nouvelle vie, avec des gens chouettes et avec des sourires tout le temps. Donc, le conseil principal que je vous donnerai quand vous allez vous installer comme ça en Asie du Sud-Est, c'est de vous rapprocher de l'association de votre pays. Par exemple, c'était l'association française qui m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de trouver un logement, même si après j'ai pas continué à les voir pendant ces 3 années. On a gardé des contacts et c'est des gens qui m'ont drôlement aidé. Et c'est ça que je vous conseille de faire. Il faut se rapprocher des gens qui vous ressemblent, de votre communauté. Et votre communauté à l'étranger, quand vous êtes français, c'est les Français. Voilà, mon impression a été très bonne. Des gens vraiment aidants, helpful, invités partout. Des gens qui te mettent dans le bain. Mais souvent, l'avantage avec les Français qui vivent à l'étranger depuis longtemps, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas comme les Français de France. Ils sont déjà habitués à ce rythme de l'étranger, à cette convivialité, à cette joie de vivre qu'on n'a plus chez nous. Et moi, j'ai vraiment aimé ça parce que je suis rentrée directement dedans. Ils m'ont donné les trucs et astuces. J'ai appris comment gérer une femme de ménage, prendre des taxis tous les jours parce que ça coûtait rien pour aller travailler, trouver une maison, m'installer. L'inscription du gosse à l'école était déjà faite. Comment j'ai pu avancer grâce à l'association française. Ça, c'était le point principal. Après, deuxième point, pour mieux vous intégrer, je vous conseille de vous rapprocher des locaux. Bon, ce qui était mon cas au boulot, parce que même si tous les médecins étaient étrangers, tout le personnel était vietnamien. Donc j'ai eu une assistante dentaire, des secrétaires, tout ça avec qui on a vraiment créé des liens et qui m'ont fait connaître leur culture et elles m'ont appris leur culture, elles m'ont appris comment on vivait dans ce pays-là. Ça a été absolument génial de se rapprocher des locaux. C'est ce que je vous conseille évidemment, pas que les Français, mais les locaux aussi, surtout les locaux. Les gens qu'on rencontre là-bas, c'est souvent des gens qui sont comme nous, qui ont eu le courage de quitter leur pays, qui vivent des aventures extraordinaires et ça a été mon cas pendant les 3 ans. Dans toute la patientèle que j'avais, c'est-à-dire les patients que j'avais dans mon cabinet dentaire, c'était que des gens avec des chemins de vie extraordinaires. Je n'avais pas de gens normaux comme je peux en avoir ici, c'est-à-dire c'est des gens qui avaient voyagé toute leur vie, vécu à l'étranger énormément. J'avais même eu le neveu de Jack Nicholson avec qui je suis devenue amie. On est toujours en contact, qui venait régulièrement pour son business des États-Unis au Vietnam, puisqu'il faisait de l'importation de meubles. Et vous rencontrez des gens incroyables, dont les enfants aussi sont incroyables, parce que c'est des gosses qui ont toujours bougé de pays en pays, qui ont vu ce qui se passait dans les autres pays, qui ont pu juger, qui ont une ouverture d'esprit incroyable. C'est ce que je voulais pour mon gosse, du moins, et je crois que j'y suis arrivée finalement, puisqu'il a réussi à traverser toutes ces épreuves que je lui ai imposées à l'étranger et de même de faire ses études
tout seul après à l'étranger. Ça vous apprend la vie, ça vous apprend à relativiser. Qu'est-ce que m'a appris le Vietnam? Il m'a appris à me détacher des choses. Il m'a appris à me détacher du matériel, de vivre dans une maison qui était meublée, de pas forcément avoir des affaires. D'ailleurs, j'ai abandonné toutes mes affaires au Canada au bout de quelques temps. Je les ai même pas fait venir au Vietnam parce que ça coûtait trop cher et puis aucun intérêt. J'avais un état d'esprit qui avait changé, c'est-à-dire je ne m'attachais plus aux choses. Je m'attachais aux relations, à faire des voyages le plus souvent possible et à créer une nouvelle vie, une nouvelle atmosphère, à rencontrer d'autres gens et surtout à me détacher du matériel. Deuxième partie, quoi visiter? Quels sont les lieux incontournables au Vietnam? Ce que je vous conseillerais de faire. Moi, perso, on a fait beaucoup de week-ends. On a fait beaucoup de week-ends, c'est-à-dire au moins une fois par mois on partait. On partait pour visiter le Vietnam, mais pas que, toute l'Asie du Sud-Est aussi. Au Vietnam, je saurais vous conseiller Hanoï, qui est la capitale, qui est au nord, qui est magnifique, et par là même la baie d'Along, pas la terrestre, que j'ai pas trouvé extraordinaire, mais celle par la mer, où vous passez une nuit dans un bateau ancien, où vous bouffez divinement bien, et vous vous réveillez au milieu de cette baie d'Along, c'est sublimissime, quoi. Après, ce que je vous conseillerais aussi, c'est peut-être de monter à Sapa, voir vraiment le Vietnam, vieux Vietnam avec les gens en tenue de l'époque encore, les rizières à étages qui ressemblent un peu à Bali d'ailleurs. C'est une expérience extraordinaire que vous faites en train et vous allez arriver dans un endroit au milieu de rien, quoi. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est le contact avec les autochtones qui est extraordinaire parce que vous avez des gens qui ont une approche différente de votre vie, de votre vision, qui vont vous recevoir comme si vous étiez des rois, qui vont pas savoir quoi faire pour vous faire plaisir. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de vivre quand on est en Europe, mais il y a des gens qui donnent sans attendre, sans recevoir. Sapa et la région au nord-est, c'est au nord-ouest, pardon, c'est déjà quelque chose qu'il faut que vous fassiez aussi. Après, quand on était à Saigon, on avait l'habitude souvent d'aller en week-end à Nha Trang, qui est une ville qui est pas très loin, c'est à 2h30 de route à peu près de Saigon. Là, vous avez des plages fabuleuses parce que Saigon n'est pas au bord de mer. Vous avez des dunes de sable où vous pouvez vous rouler dedans, on dirait un désert de sable au milieu. Vous avez les pêcheurs dans les jonques rondes qui sont en train de pêcher et c'est assez génial de le voir. Le delta du Mékong, vous pouvez remonter en bateau le delta du Mékong. Ça peut vous prendre qu'une journée et c'est vraiment à faire parce que c'est magnifique. Là aussi, vous allez rentrer dans la vie des gens, les petits villages, et vous allez rencontrer encore des gens assez extraordinaires. Avec des gens qui parlent anglais, vous allez pouvoir échanger. Ceux qui ne parlent pas anglais, ça sera plus difficile, mais on se comprend facilement avec les mains. Les gens sont tellement gentils et agréables qu'on n'a pas de mal à communiquer avec eux, même en gestuelle, même si la gestuelle n'est pas la même. Au début, quand je posais des questions et que les gens savaient pas, ils me faisaient ça, et je me disais, mais pourquoi moitié-moitié, quoi, je comprenais pas. Et ça, en vietnamien, ça veut dire je sais pas. Donc vous apprenez aussi en vivant dans ces pays-là que la gestuelle est différente, ce qui est super intéressant parce que maintenant quand je vois ça, je comprends, même en Asie, partout en Asie, il y a beaucoup de gens qui font ça. Les Indiens font ça, remuent la tête quand ils sont d'accord ou pas d'accord. Voilà, donc ça c'était hyper intéressant, c'est ce que je vous conseille, c'est d'aller à la rencontre des gens. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire? Il y avait aussi Hoi An, évidemment, Hoi An qui est la ville qui n'a pas changé du tout. Il y a un festival de lanternes aussi, ça c'est très peu construit, ils ont gardé les maisons coloniales de l'époque, ceux qui n'existent pratiquement plus à Saigon. Ça fait longtemps que j'ai quitté Saigon, mais j'imagine que maintenant c'est surbétonné. Vous allez en avion à Hoi An, il faut atterrir à Da Nang, et là de Da Nang vous allez à Hoi An, et vous allez visiter le Vietnam de l'époque, le Vietnam que vous avez imaginé, que vous avez vu dans les films, dans l'amant notamment, et c'est là que vous allez vraiment kiffer le fait d'être au Vietnam. C'est vraiment la ville qui m'a le plus marqué, je crois. Après, vous avez la ville impériale un peu plus haut qui s'appelle Hue, et qui, moi perso, ne m'a pas impressionné. Le plus qui m'a impressionné, c'est Hoi An, parce que c'est encore une ville qui est à l'époque coloniale et qui est restée dans son jus, et où je me souviens m'asseoir dans les rues, dessiner les gosses, leur offrir le dessin comme j'ai l'habitude de faire. Et là, c'était des moments d'échange extraordinaires et c'est ça que vous avez en Asie
j'imagine dans certains pays, peut-être ailleurs aussi. Mais en Asie, l'échange est facile, je trouve, les gens vous acceptent facilement. Et c'est ça qui nous a fait kiffer ces 3 années de Vietnam, vraiment à fond. Alors après, si vous êtes là-bas aussi pour quelque temps, ce que je vous conseille, c'est de visiter l'Asie du Sud-Est autour. Vous avez le Cambodge qui est pas loin, qui est fabuleux, à Siem Reap, Angkor Wat, tous les temples que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, il faut y aller. Les gens sont encore plus gentils qu'au Vietnam. La douceur de vivre est encore plus évidente. La bouffe est bonne. La meilleure bouffe d'Asie du Sud-Est est la bouffe vietnamienne. Mais après, j'ai peut-être un parti pris. Je la trouve vraiment élégante, raffinée et très succulente. Voilà, après sinon vous pouvez aller à Singapour, ce qu'on faisait souvent, parce que à l'époque au Vietnam, il n'y avait pas de McDo, il n'y avait pas des magasins, il n'y avait pas Zara, tous ces trucs de conneries là, de H&M et de merde, que vous avez dans les grandes villes comme Bangkok, en Thaïlande ou Singapour. Donc il nous arrivait, pour retrouver un peu la civilisation, d'aller à Bangkok pendant 3-4 jours, d'aller à Singapour très souvent, même d'aller à Hong Kong. On est allé à Hong Kong aussi 1 ou 2 fois. C'est vraiment, là, c'est le choc du modernisme par rapport au Vietnam qui ne l'était pas à l'époque. Mais c'était sympa parce que ça faisait un mouvement tournant. Les vols sont pas très chers quand vous êtes intra-Asie, en sachant qu'il y a une rue à Bangkok où vous avez que des agences de voyage, par exemple, où vous pouvez trouver tous les vols les moins chers du monde. Donc c'est à y penser aussi, à retrouver cette rue à Bangkok. Je vous la mettrai en lien dans les commentaires. Concernant le Vietnam, voilà ce qu'on faisait. 1 fois par mois, on partait avec les vacances du Tet qui sont le nouvel an chinois. On partait aussi 1 semaine parce que toute l'Asie ne fait rien. Tout le monde, de personnes travaillent. Tout le monde était au repos pratiquement. Donc là aussi, on partait. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 2 fois l'Australie en van. Ça, c'est encore quelque chose d'extraordinaire. Mais étant proche de l'Australie, l'Asie du Sud-Est vous permet d'aller en Australie facilement. Et faire l'Australie en van, c'est quelque chose que je voulais faire et j'en parlerai dans une autre vidéo parce que avec le gosse, c'était une expérience extraordinaire. On a fait 1 fois du sud au nord et une autre fois du nord au sud et c'était extraordinaire. La van life, c'est quelque chose qu'on a kiffé à donf. C'est à peu près ce qu'il y a à faire en Asie. Profitez de ça pour visiter le Laos, toute l'Asie du Sud-Est et vous faites des week-ends dans les capitales. C'est ce que je vous conseille pour vous sortir de votre quotidien de temps en temps, puisque les vols sont pas chers, il faut en profiter. Si vous êtes avec des enfants en bas âge ou en âge scolarisé dans des pays de l'Asie du Sud-Est, c'est extraordinaire parce qu'il y a une sécurité qu'il n'y a pas en Europe, qu'il n'y a pas aux États-Unis, qu'il n'y a pas ni même au Canada. Nulle part, c'est complètement sécure. C'est-à-dire, moi, le gosse, il partait jouer au tennis, il rentrait à 9h du soir tout seul en taxi, j'avais pas peur. Je savais qu'il n'y avait aucun souci, qu'il n'y avait aucune inquiétude à avoir. Et il kiffait sa life au maximum parce que je lui ai donné beaucoup plus de liberté là-bas que ce que j'aurais donné en France au même âge. Donc, pensez aux enfants parce que c'est un confort pour les enfants d'avoir plus de sécurité. C'est une aide parce que vous avez les moyens de vous payer une femme de ménage, une aide qui peut vous aider ou une gardienne d'enfants si vous avez des enfants à bas âge. Ça vous change la life, ça vous permet de profiter plus, de sortir plus, d'aller plus en contact de cette culture asiatique, vietnamienne pour ce qui était mon cas, et de profiter plus parce que vous avez des gens sympas autour de vous qui sont là pour vous aider, que vous payez correctement et qui pour eux sont tellement heureux de travailler pour vous et de vous aider dans votre lifestyle à l'étranger. C'est pareil à Bali, c'est pareil au Cambodge. Tous les amis que j'avais à Bali, au Cambodge, au Laos et qui vivaient le même lifestyle. L'Asie du Sud-Est vous permet d'avoir une vie de patachon par rapport à ce que vous avez en Europe ou en Amérique du Nord, ni même en Australie. Parce que c'est pas cher et c'est super sympa, super confortable, à condition de bien traiter ses employés. Pas comme certains Français que j'ai vus quand j'étais là-bas qui les traitaient mal, et ça, c'est pas pardonnable. On engage des gens, on s'en occupe, on les aide. C'est ce que j'ai fait quand j'ai quitté le Vietnam. Je leur ai donné beaucoup de choses, je les ai beaucoup aidés. Et surtout, ce que j'ai fait avec ce qu'avait organisé mon boss pendant 1 semaine, on est parti en mission humanitaire dans le centre Vietnam, près de la frontière avec le Laos. Et c'était extraordinaire, épuisant mais extraordinaire. Extraordinaire de pouvoir aider des gens, les soigner. On était une équipe de médecins, j'étais la seule dentiste, des médecins, on avait la radio, on avait tout avec nous. Et on a pu faire d'aider ces gens. J'ai extrait à peu près 400 dents. Donc je vous raconte l'état en fin de semaine, dans quel état j'étais, dans des positions qui sont pas racontables, sur des chaises, sur des lits de médecins, sur des chaises d'accouchement avec les mecs
mecs qui mettaient les pieds dans les étriers, donc c'était des trucs de fou. Et c'était super enrichissant parce que vous allez au contact de la population. Ces gens qui ne voient jamais de médecin, vous leur donnez un comprimé d'antibiotiques, ça les soigne. C'est pas des traitements de 10 jours ou 7 jours comme chez nous. Et puis vous avez l'impression vraiment d'être utile. Au début, j'avais personne qui venait me voir parce qu'ils avaient peur du dentiste. À la fin de la journée, j'avais la queue devant la cabane où je m'occupais des gens. J'étais épuisée, mais je sentais que j'étais utile et que je faisais quelque chose de bien, quoi. Et ça a été la plus belle expérience de ma vie, je crois. Cette mission humanitaire en centre-Vietnam. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo parce que c'était tellement chouette, il faudra que je vous en parle. Troisième partie, les enseignements que j'ai tirés de cette expérience, c'est que j'ai qu'une envie, c'est de repartir. Que j'avais pas envie de rentrer en France, que j'ai dû rentrer pour les études de mon fils, qu'il fallait que j'envoie en Australie, sinon j'avais pas les moyens. Les expériences que j'en retire, c'est que la vie est belle à l'étranger, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, et c'est pour ça que j'ai envie de reproduire le schéma à Bali, parce que plus assisté dans ta vie, l'aide ne coûte pas cher. Tu rencontres des gens qui sont plus en phase avec toi quand tu es dans le même état d'esprit que le mien, que ça t'apporte beaucoup au niveau culturel, enrichissement personnel. Moi, ce que ça m'a apporté aussi, c'est, comme j'expliquais, de me libérer du matériel, de moins être enclin à avoir du matériel. D'ailleurs, là, je vends mon loft à Nice pour acheter et investir à Bali, comme je vous l'ai déjà dit. Et j'ai plus envie d'acheter en France. Je suis détachée du matériel. J'ai toujours eu ça en état d'esprit depuis que je suis rentrée du Vietnam. Je suis malheureusement retombée dans le système parce que quand on vit longtemps, on revit longtemps en France, on retombe dans le système d'acheter une bagnole, un appart, on retombe dans le système. Là, je suis en train de m'en défaire. La vente du loft, la vente de la voiture et que bientôt, je vais pouvoir jouer sur les deux tableaux entre Bali ici, mais sûr que je ne rachèterai rien en France. Je vais reprendre une location en France. C'est ça que ça m'a appris en fait. Ça m'a donné plus de liberté. Enfin, j'ai l'impression que c'est ma liberté à moi de faire ça. C'est pas mon kiff de posséder des trucs, de posséder un toit, d'avoir un toit sur ma tête en France, une maison à Bali, pouvoir y aller régulièrement, faire du locatif. Voilà ce que ça m'a enseigné. Ça m'a enseigné aussi une ouverture d'esprit et c'est ce que je vous souhaite parce que je suis à l'aise partout grâce à ce que j'ai fait pendant des années, de vivre à l'étranger. Je suis à l'aise partout, je discute facilement avec les gens, je rencontre des gens facilement. J'ai gagné en capacité de ce niveau-là. Tu apprends culturellement des autres, tu apprends culturellement de la vie en te mêlant à ça, en rencontrant des gens nouveaux. Ça, c'est ce que je vous conseille, vraiment, c'est d'aller vers l'autre, d'échanger et les voyages, ça sert à ça. Ça sert pas à s'isoler, ça sert justement à partager avec des nouveaux, à connaître des nouveaux, à apprendre l'autre, à l'écouter, apprendre à écouter les autres. C'est quand même important dans la vie d'avoir cette capacité. Ça m'a apporté d'autres, peut-être d'être indépendante, de plus indépendante que ce que je l'étais avant, de pas avoir moins besoin des autres et de savoir me débrouiller par moi-même parce qu'on apprend la débrouillardise, on apprend à s'adapter, on devient plus adaptable, on s'adapte à tout. Et puis moi perso, ça me remplit de joie de faire ce genre de choses parce que j'ai encore l'impression, même à 60 ans, d'aller bientôt vivre une nouvelle aventure. Ça s'arrête que si tu as envie que ça s'arrête. Moi, j'ai pas envie que ça s'arrête, donc ça s'arrêtera pas. Tant que la santé me le permet, je peux continuer à voyager et à faire d'autres expériences à l'étranger et notamment le projet Bali qui avance puisque le loft est en vente. J'attends la vente du loft et la construction de la villa va attaquer. Donc voilà ce que m'a apporté le Vietnam, cette ouverture d'esprit, cette culture asiatique que je connaissais pas et qui m'a enchantée, même si j'ai toujours été attirée par l'Asie. Et voilà ce que je vous invite à faire. N'oubliez pas de me suivre, d'activer la cloche, de poser des questions. Est-ce que vous vivriez dans un autre pays? Est-ce que vous avez envie d'aller au Vietnam ou ailleurs? Est-ce que vous avez envie, au moins pour visiter, de connaître d'autres cultures? Quelles sont vos expériences de voyage? Quelles sont vos expériences peut-être dans la vie à l'étranger si vous en avez eu une? Laissez tout ça en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo, je l'espère. À très vite, ciao, bonsoir les amis, ciao, ciao.